Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder un sujet que j'apprécie très fortement, c'est Kubernetes. Et dans l'optique de découvrir Kubernetes, il y a une chose que je n'avais jamais faite, c'est de monter un cluster Kubernetes from scratch. Donc on va remédier à ça aujourd'hui. J'ai décidé en plus d'en faire une vidéo afin de vous en faire profiter et peut-être vous aider également en même temps que moi à monter un cluster Kubernetes from scratch. Donc, je vais utiliser le guide de Kelsey Hightower, Kubernetes The Hard Way, qui est un guide de A à Z en fait pour monter votre cluster Kubernetes. Donc c'est un guide qui utilise la plateforme Google Cloud. Donc je vous invite à créer un compte. Il faut juste savoir que tous les éléments qui sont créés dans ce guide ne sont pas éligibles forcément aux free tiers de Google. Et selon Kelsey, une heure en fait coûtera environ 20 centimes sur Google Cloud Platform. Donc à peu près 5 euros par jour en suivant son guide. Vous pourrez bien évidemment supprimer toutes les ressources à la fin du tutoriel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste que vous le sachiez, c'est pas totalement gratuit en utilisant Google Cloud Platform. Vous pouvez évidemment utiliser une autre plateforme, que ce soit Amazon, Azure ou Bare Metal, etc. Mais pour la simplicité, j'ai préféré suivre le guide de A à Z et donc utiliser Google Cloud Platform. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, on est parti. Donc, dans la première partie, on va initialiser en fait notre environnement de travail pour la suite du tutoriel de Kelsey. Donc, il nous faut Gcloud. Donc, moi, je l'ai déjà installé avec une version minimum, enfin une version supérieure à la 262. Moi, j'ai pris la dernière, la 291. Donc là, actuellement, je suis sur un VPS chez Edzner, un VPS Ubuntu 18.04, que vous sachiez. Donc, on init Gcloud. Oui, je vais me connecter. Voilà, je suis bien connecté. On choisit le projet. On va choisir une région par défaut. Donc je vais prendre la même que Kelsey. Donc la US West 1. Ah oui, mince. Qu'est-ce que je fais? On peut donner un nombre US. Ah, 12, pardon. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc on va juste resetter la région pour être sûr. La zone. Ok. Là, on est bon au niveau Gcloud. Il conseille d'utiliser Tmux. Donc Tmux qui est un multiplexeur de terminal. Ça vous permet d'avoir plusieurs fenêtres dans un seul terminal. Ce sera très pratique pour la suite du tutoriel quand il faudra lancer plusieurs commandes en parallèle. Ensuite, on va installer donc les outils clients. Donc il nous faut CFSSL et CFSSL JSON pour une des grosses parties en fait de l'installation de Kubernetes, c'est la génération des certificats TLS. Donc sous Linux, enfin dans notre cas Ubuntu, on installe CFSSL, CFSSL JSON. Donc toutes les commandes qui sont ici sont dans le guide de Kelsey si jamais. On les rend exécutables et on les rajoute dans notre pass. Donc moi je suis en route sur mon VPS. On vérifie ensuite les versions. Ok, ok. Très bien. Il nous faut donc maintenant kubectl. Donc on va l'installer. Voilà. Donc la dernière version stable. On va chmod et on va placer le tout dans notre pass. On vérifie ensuite la version client. Donc ok, 1.18.2. Super. On est paré pour la suite du tutoriel. Maintenant qu'on a seté notre environnement de développement, donc avec kubectl, tous les éléments pour créer les certificats, Gcloud, etc., on va aborder, on va dire, la réelle partie du guide. On va provisionner toutes les ressources compute dans notre compte Google Cloud Platform. Donc on va commencer par tout ce qui est networking. Donc il faut savoir que Kubernetes utilise un modèle réseau à plat où en fait tous les containers et les nœuds peuvent communiquer entre eux. Dans les cas où ce n'est pas désiré, il faut utiliser dans ce cas-là des network policies qui permettent en fait de limiter et de restreindre en fait ces communications. On va donc maintenant bootstrapper un VPC chez Google. Donc c'est un réseau privé virtuel. Hop, voilà qui est fait. On a donc notre VPC, il faut maintenant lui ajouter un sous-réseau. Ne pas oublier qu'il nous faudra un range d'IP assez large pour les adresses IP privées de chaque nœud dans le cluster Kubernetes. Donc, je vais prendre celui par exemple de
Kelsey Hightower, on attend que ça se fasse. Voilà qui est fait. Donc on a notre VPC, notre sous-réseau. On va maintenant ajouter les règles firewalls. Donc premier set de rôles de firewall rules pour autoriser les communications internes au sein du cluster. Donc TCP, UDP, ICMP. Donc sur le source range en fait du sous-réseau qu'on a mis juste avant. Ok, donc ça c'est fait. Et il faut ajouter maintenant les règles firewall afin d'avoir accès en SSH, de pouvoir faire des pings ou avoir accès en HTTPS depuis l'extérieur. Donc là, 22, SSH quoi. ICMP, HTTPS, etc. Ok, donc ça c'est fait. Donc en ingress, donc ça veut dire de l'extérieur vers notre cluster. On peut maintenant lister nos firewall rules. Ok, donc elles sont set correctement. On peut donc passer à la suite. Il faut maintenant allouer une IP statique, donc une IP publique, à un load balancer externe pour aller en fait en face des serveurs API de Kubernetes. Donc on crée une adresse IP, hein. On vérifie qu'elle a bien été créée. Effectivement, elle est là, elle est prête. Vient maintenant la partie la plus intéressante. On va bootstrapper toutes les VM qui vont faire notre cluster. Donc on va commencer par 3 VM pour le control plane de Kubernetes. Donc le control plane, c'est ce qui contrôle le cluster. Donc 3 VM pour avoir de la haute disponibilité. Donc là, on en fait 3 avec un disque de 200 gigabits, avec l'IP forward activé, en Ubuntu 18.04, etc. En spécifiant bien le réseau privé qu'on a monté juste avant, et avec le subnet qu'on a créé également juste avant. Donc tout est créé. On va créer maintenant donc la deuxième partie des VM qui seront pour les workers, donc ceux qui effectuent les tâches de travail. Donc en fait ceux qui reçoivent les pods Kubernetes. Donc là également, on va en faire 3. Taille de disque à 200 gigabits avec l'IP forward sur Ubuntu, etc. Ok, donc nos 3 machines workers sont prêtes. Les 3 masters sont prêts également. Enfin, les 3 machines du control plane en tout cas sont prêts. On peut lister nos machines. Ok, elles sont toutes les 6 en running. Donc contrôleur 012 et worker 012. Nickel. On va se connecter à notre contrôleur 0 pour initier en fait l'échange des clés SSH dans les métadatas Google. Voilà. Ok, donc les métadatas SSH ont été mis à jour. Super. Donc maintenant, on peut se connecter. Ok, on va juste tester contrôleur 1. Ok, donc c'est bon, les clés ont bien été reportées partout dans les métadatas Google. On peut maintenant passer à la partie suivante, qui est de provisionner le CA et générer les certificats TLS. Donc je crois une des plus grosses parties du guide. Let's go. Alors dans cette partie, on va approvisionner une infrastructure PKI en utilisant en fait le toolkit PKI de Cloudflare, CFSSL, donc celui qu'on a téléchargé juste avant si vous vous rappelez. Et on va utiliser ce tool pour bootstrapper une autorité de certificat et générer en fait les certificats TLS pour les composants comme ETCD, le Kube API Server, le Kube Controller Manager, le Kube Scheduler, le kubelet et Kube Proxy. Donc là encore une fois, je vais copier ce que propose Kelsey. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, donc on set un fichier JSON. Alors, je connais pas toutes les options qu'il y a là-dedans. Si ça vous intéresse, je vous invite à bien évidemment aller voir la documentation de CFSSL, etc. Moi là, en fait, c'est vraiment faire, on va dire, la pratique. Pas rentrer trop dans la théorie, etc. Mais vraiment faire le guide de A à Z comme je l'ai jamais fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la doc. Ok, on set le CSR. Ok, nickel. Bon là, on pourrait changer quoi, mais... Comme dit, on va rester simple, on va vraiment copier-coller ce que nous propose Kelsey pour au moins réussir à le faire une fois en entier. Donc on est bon, tac, on a généré la clé CA et le certificat depuis la CSR. Ok, on l'a signé, tout ce qu'il faut. Donc normalement, on a caki.pm et ca.pm. Effectivement. Donc maintenant, donc là, on a généré, on va dire, l'autorité de certificat. Maintenant, on va générer les certificats clients et serveurs du guide. Donc on a bien signé le certificat, on n'a pas de host. Ok, donc de ce côté, on semble bon. On va juste faire un ls vérifier. On a bien le admin key PM et le admin PEM, nickel. On peut passer à la gestion, enfin à la génération des certificats des certificats clients pour le kubelet. En fait, Kubernetes utilise un mode d'autorisation qui est appelé Node Authorizer. Qui autorise spécifiquement en fait, les requêtes API faites par kubelets. Et en fait, pour être autorisé par le Node Authorizer, les kubelets doivent utiliser des credentials qui les identifient en fait, dans le groupe System Nodes. Donc maintenant, on va créer les certificats pour les kubelets.
Alors là aussi, je vais faire un peu mon goré et on va faire un copier-coller. Donc qu'est-ce qu'on a? On crée le JSON. Ok, donc c'est pour tous les workers. Oui, bah c'est oui, puisque les kubelets sont uniquement sur les workers, pas sur le control plane. Avec l'IP externe qu'on a créé avant, l'IP interne qu'on a créé avant également. Et on génère le certificat. Ok, let's go. On signe le premier, le deuxième et le troisième. Magnifique. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Ok, on a les keys et les CSR pour chaque worker. Donc je vous rappelle qu'on a 3 control planes et 3 workers. Donc 6 machines en tout. Maintenant, il faut générer le certificat pour le control manager. Encore une fois, on fait notre bon copier-coller des familles. On relie juste avant, histoire de comprendre un minimum ce qu'on fait. Très bien, on envoie. Le certificat est créé, nickel. On va vérifier. Il est là. Cube Controller, Manager, ok, très bien. Maintenant, il nous faut créer le certificat pour Cube Proxy. Donc, quand je vous disais que en fait, la partie la plus chiante, si je puis me permettre, c'est vraiment la génération des certificats qui est longue. Et encore là, avec le guide de Kelsey, c'est de la crème, hein, franchement. Qu'on vérifie encore une fois. Ok, JSON, on est parti. Certificat créé. Donc ça, c'est pour le Cube Proxy. Hein. Ok, il est bien là, nickel. Maintenant, on va créer le certificat pour le scheduler. On relie comme d'habitude. Ok, le certificat est généré. On va vérifier. On doit avoir un cube scheduler. Donc on a la CSR, le PM. Ok, super. Maintenant, il faut créer le certificat pour l'API serveur de Kubernetes. Donc là aussi, copier-coller, vous commencez à comprendre. Donc l'adresse IP publique, les hostnames internes au cluster. Donc ça, c'est des hostnames aussi qui pourront être utilisés plus tard pour appeler les services Kubernetes que vous créez. Donc on crée le JSON CFSSL, on génère le certificat donc avec les hostnames sur l'adressage IP interne et avec les hostnames internes. Le certificat est créé, c'est magnifique. On a un Kubernetes key normalement. Maintenant, on va créer une paire de clés pour le service account. En fait, le contrôleur manager Kubernetes utilise une paire de clés pour générer les tokens de service account. Donc, on va générer le certificat et la clé privée, comme avant, copier-coller. Ok, donc on devrait avoir un service account key. Ok, donc on a les deux, nickel. Maintenant qu'on a tous ces certificats, les certificats donc client et serveur, il va falloir qu'on les distribue à chaque worker, à chaque VM worker. Donc je rappelle qu'on en a 3. Donc pour ça, on va utiliser la boucle bash que nous propose Kelsey. Donc pour chaque worker, on va faire un SCP, donc un copy à travers SSH, un CP à travers SSH. C'est parti. Donc voilà pourquoi il fallait se connecter une première fois à worker 0 en fait pour initialiser en fait les clés SSH etc. à travers toutes les instances. Ok, nickel, ça c'est fait sans douleur, plutôt content. Maintenant il faut copier les certificats et les clés privées à chaque contrôleur, à chaque élément du control plane. Je rappelle qu'on en a 3 également. Donc pour chaque contrôleur, on fait comme avant, un SCP, etc. Vous connaissez la chanson, on vient juste de le faire. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, il y a encore les certificats clients du Cube Proxy, du Cube Controller Manager et du Cube Scheduler et du Kubelet qui seront aussi utilisés plus tard, donc dans les étapes d'après, pour générer l'authentification client, la configuration en fait de l'authentification client. On va donc passer à la partie suivante, qui est de générer les fichiers de configuration pour l'authentification. Donc dans cette partie, on va générer les fichiers de configuration Kubernetes, aussi appelés kubeconfig, en fait, qui permet au client Kubernetes de localiser et de s'authentifier aux API serveurs. Donc on va générer en fait les fichiers kubeconfig pour le contrôleur manager, le kubelet, kubeproxy et le scheduler et l'utilisateur admin. Donc pour les clients, côté client. Donc chaque kubeconfig en fait requiert une API serveur à laquelle se connecter et pour supporter la haute dispo, l'adresse IP en fait doit être assignée à un load balancer externe, donc qui sera devant en fait les API serveurs de Kubernetes. Donc on va retrouver cette adresse IP qu'on avait créée précédemment dans la première vidéo, si je me trompe pas. Dans la première vidéo, si jamais j'ai fait plusieurs vidéos et que je n'ai pas fait tout ça en une traite, on verra. Donc là, on l'a de nouveau. Alors, quand on va générer les fichiers kubeconfig pour les kubelets, le certificat client en fait doit bien matcher le nom des nœuds des kubelets. C'est en fait, ça permet de s'assurer que les kubelets sont bien autorisés par le node authorizer de Kubernetes. Et toutes les commandes qu'on va faire là, il faut les faire dans l'endroit où vous avez tous les certificats. Donc moi, je les ai laissés à la racine de root. Donc on va générer les kubeconfig pour chaque worker, donc pour chaque instance.
Donc on en a 3. On set le cluster, ok. L'autorité de certification, ok. Le serveur, donc ça c'est notre adresse IP. Je vous rappelle qu'on a un load balancer, on aura un load balancer devant les API serveurs. Le kube config, ok. On set les credentials et on set le contexte. C'est parti, c'est fait, c'est magique. Merci Kelsey. Donc maintenant on va générer le fichier de configuration du kube proxy. Donc même principe qu'avant. Ça va bien créer le fichier. Ensuite, on va créer le fichier de configuration pour le kube controller manager. Voilà, on l'a aussi, sans souci. Maintenant, on va créer le fichier de configuration du kube scheduler. Là aussi, très rapide, sans encombre jusqu'ici. Maintenant, on va créer le fichier de configuration pour l'admin, pour le user admin. Ok, pareil. Et maintenant qu'on a toutes ces configurations, il va bien évidemment falloir les distribuer. En tout cas, les distribuer pas toutes. Il faut distribuer la config kubelet et kubeproxy, donc sur les nœuds, sur les workers, pardon, pas sur les control planes. Donc pour ça, parce que je rappelle que kubeproxy et kubelet sont des éléments Kubernetes qui tournent uniquement sur les nœuds de travail, donc les nœuds workers, pas sur le control plane. Donc on fait notre petite boucle des familles. Encore une fois, merci Kelsey. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais ok, pour chaque worker, on fait un SCP comme avant. Donc le kubeproxy, kubeconfig. Ok Roger, donc ça c'est fait. Maintenant il faut copier donc les kubeconfig du kubecontroller manager et du kubescheduler. Alors cette fois, c'est pas sur les nœuds de travail, donc pas sur les workers, mais sur les 3 nœuds control plane. Donc pour chaque instance, on fait un SCP, donc kubeconfig admin, kubecontroller manager et kubescheduler. Ok, donc ça c'est fait également. On a fini cette partie qui était un peu longue, je trouve. Mais vraiment, avec le guide de Kelsey, je trouve que ça va tout seul, c'est nickel. On va pouvoir passer à la partie suivante qui est de générer en fait la config pour le chiffrage des données et les clés. Donc c'est parti. Donc nous voilà dans la partie où on génère la config de chiffrage des données et la clé. Donc en fait Kubernetes stocke une variété de données en fait qui inclut donc l'état du cluster, les configurations des applications et les secrets. Et Kubernetes en fait supporte la possibilité de chiffrer tout ça, que de le chiffrer at rest comme on dit. Donc dans cette partie, on va générer une clé de chiffrement et une config de chiffrement pour chiffrer en fait les secrets Kubernetes. Donc il nous faut notre clé de chiffrement. Donc on va utiliser urandom. On va maintenant créer la config, le fichier de config de chiffrement. Donc dans un fichier YAML. Ok, donc c'est un type encryption config. Ok, donc avec la clé qu'on vient de créer. Et maintenant, il faut copier donc cette config à chaque contrôleur avec un SCP où on copie. Ok, donc maintenant ça c'est fait. On va pouvoir passer à la prochaine partie qui est de bootstrapper le cluster etcd. Nous voilà donc dans la partie où on va bootstrapper le cluster etcd. Donc les composants Kubernetes sont stateless et sont obligés en fait de stocker leur état enfin l'état du cluster dans etcd. Et donc nous allons configurer un cluster etcd et le mettre en haute disponibilité et on va également sécuriser son accès. Donc toutes les commandes qui vont être effectuées dans cette partie sont à exécuter sur chaque instance contrôleur, donc sur chaque élément du control plane. Donc je le rappelle, contrôleur 0, contrôleur 1 et contrôleur 2, pardon, pas D. Donc vous pouvez vous connecter à chaque contrôleur de cette manière. 1, 2, 0 pour le premier. On va utiliser Tmux pour avoir 3 panneaux dans notre terminal, ça sera plus simple. Donc on a nos 3 panneaux, on va se connecter à chaque instance. Donc contrôleur 0, contrôleur 1, contrôleur, oula, pas 12, un jour peut-être, contrôleur 2. Ok, très bien, on va pouvoir bootstrapper les membres de notre cluster etcd. Donc pour ceci, on va télécharger les binaires etcd. Donc là encore une fois, j'utilise les liens de Kelsey. Alors vous voyez l'avantage de Tmux. Après, vous pouvez le faire avec 3 terminaux, ça marche aussi. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Bon, en vrai, ça après, on peut aussi le scripter, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire à la main. Et comme je ne l'ai jamais fait, en fait, je ne sais vraiment pas comment est monté un cluster Kubernetes. Et là, ça permet vraiment de voir qu'il y a énormément de choses à faire. On ne se rend pas compte. J'ai l'habitude d'utiliser GKE, capsule, etc. Et on ne se rend pas compte de toute cette couche, en fait. Bon, on arrête de parler. On va extraire donc, tous les tars. Ok, donc maintenant, normalement, on a
nos commandes, etcd et etcd control, super. Donc, il faut maintenant configurer les serveurs etcd, donc sur chaque nœud. Donc, mkdir etcd, ok. On va copier le CA, la clé et le certif en fait qu'on avait généré, hop, hop et hop. Il nous faut maintenant pour chaque nœud son IP interne. Donc pour ça, on la récupère depuis les métadatas Google. Voilà, donc là vous avez 10, là 11 et je pense 12 ici. Ok, on a bien tout. Chaque membre etcd doit avoir un nom unique. Donc pour ça, on va utiliser hostname. Voilà, donc etcd name hostname-s. Ici aussi, ici aussi. On va juste vérifier sur un, je vais pas faire sur tous. Voilà. Ok, nickel. Donc ça fera contrôleur 0, contrôleur 1, contrôleur 2. Pour chaque nœud, il faut créer le service etcd. Donc c'est un service systemd. Donc là, on va juste checker. Ok, tac, on exécute. Donc avec tout ce qui est certificat, etc. Tout ce qu'on a généré avant, si vous vous rappelez bien. Ok, donc chaque nœud, enfin chaque adresse privée de nos contrôleurs. Donc c'est parti. On va faire ça sur les 3 nœuds contrôleurs. Ça c'est fait. On peut démarrer le service etcd et voir si tout tourne bien ou si on peut commencer à pleurer. Je vais quand même vérifier sur les autres. Ok. Ok, tout tourne bien. Alléluia, jusqu'ici tout va bien. On a nos serveurs etcd qui tournent. On peut lister les membres du cluster etcd si c'est bien fait. Et waouh, super. Alors là, je suis content. Très bien. Merci Kelsey, encore une fois. Je pense pour la 10e fois. Donc, notre cluster etcd est prêt. On va pouvoir donc passer à la partie suivante, qui est de bootstrapper le control plane Kubernetes. Donc, nous voilà dans la partie où on va bootstrapper le control plane Kubernetes. Donc, on va le bootstrapper sur les trois contrôleurs qu'on a créés en début de vidéo ou dans les vidéos précédentes si j'ai splitté ce tutoriel. Donc je vous rappelle contrôleur 0, contrôleur 1 et contrôleur 2 qui sont 3 VM chez Google. Donc pourquoi en fait on en a 3, c'est pour la haute disponibilité. Et dans les épisodes précédents, on a bootstrappé notre cluster etcd en haute disponibilité également. On va également créer un load balancer externe qui expose en fait l'API serveur de Kubernetes donc aux clients, aux remote clients. Et on va installer les composants suivants sur chaque nœud, donc l'API serveur Kubernetes, le scheduler et le control manager. Donc ils sont 3 éléments importants en fait d'un cluster Kubernetes. Donc vous vous connectez à vos 3 contrôleurs, donc 0, 1, 2, 3. Je vous conseille d'utiliser Tmux qui permet de splitter votre terminal en plusieurs panneaux. Et sur chaque contrôleur, on va créer le dossier de configuration. On va télécharger les binaires du contrôleur Kubernetes. On télécharge le binaire de l'API serveur, du contrôleur manager, du scheduler et kubectl. Donc sur chaque control plane. Ok, super, ça c'est fait. Et on va les installer également. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il faut configurer l'API serveur sur chacun de nos nœuds. Donc là, on crée le dossier Kubernetes. On bouge tout ce qui est certificat. Service account, ok. La config qu'on a créée dans les vidéos précédentes pour le chiffrement et pas le chiffrage. Faites pas comme moi. Donc là, c'est fait sur les 3. J'ai juste un peu nettoyé. Alors, maintenant, il nous faut les IP internes de chacun de nos nœuds. Comment on dit en français? Pour advertise, pour signaler l'API serveur aux membres du cluster. Donc, on va la set de cette façon. Donc ça utilise les métadatas Google pour avoir l'IP interne en fait de notre réseau pour la machine sur laquelle on est. Ok, donc là ce sera 10, 11, 12 logiquement. On va créer le service pour le Kube API serveur. Donc là aussi sur chaque nœud. Je fais confiance à Kelsey aussi. Maintenant on va configurer le contrôleur manager. Donc on va bouger la config dans varlib kubernetes. Et on va créer le fichier de service. On va faire ça sur nos 3 nœuds. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut configurer le Kubernetes Scheduler. Donc là aussi, on va bouger la configuration qu'on a créée avant dans varlib kubernetes. On va créer le YAML de configuration. Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein, comme dit, là c'est vraiment juste de la pratique. C'est juste un défi que je me suis lancé ce dimanche 10 mai. C'est de faire ce tuto que j'aurais dû faire depuis longtemps. En plus, je suis en train de préparer ma CKA et ma CKAD. Donc autant en profiter. Ok, donc on fait ça sur nos 3 nœuds. On va nettoyer un peu. On va créer les services du scheduler, tac, tac. Donc on vérifie toujours un minimum. Ok, et on démarre. Donc on les active au démarrage et on les démarre immédiatement.
Donc l'API serveur, le contrôleur manager et le scheduler. Yes! Donc il faut à peu près 10 secondes hein, pour que tout soit bien initialisé à 100% au niveau de l'API serveur. Donc maintenant, on va créer un load balancer réseau Google qui va nous permettre de distribuer le trafic à travers les 3 serveurs API et qui va permettre en fait à chaque API serveur d'avoir une terminaison TLS et de valider les certificats clients. Le load balancer réseau malheureusement ne supporte que les HTTP health checks. Donc en fait pour exposer les endpoints HTTPS de nos API serveurs, il faut utiliser un workaround avec un web server type Nginx qui serait utilisé en fait pour faire proxy quoi. Donc dans cette section, on va installer cet élément Nginx. On va faire bien compliqué. Hein. Donc là, c'est aussi hein, sur les 3 nœuds, parce que je vous rappelle qu'on a 3 control planes. Voilà, installe Nginx. Yes. Donc en fait là, nos Nginx va accepter en fait de recevoir des connexions sur le port 80 pour les health checks. Et en fait, va les rediriger à l'API serveur du serveur, justement. Donc sur l'adresse IP locale, donc localhost avec le port 6443/healths, donc HELTHZ. On a nos 3 Nginx. On va créer la config. Donc, ok, ça reste en local. Donc, comme je vous disais, port 80. Quand c'est sur /healths, je sais pas comment on dit, on proxy pass donc à notre API serveur. Avec le certif, hein, vous vous rappelez, avec le trusted certificate qu'on avait généré. Ok. Et on va copier, enfin on va bouger cette config dans Nginx. Tac. On restart Nginx, et on restart Nginx. Pas oublier de l'enable aussi. Donc maintenant on va pouvoir vérifier que tout ça est bueno. Super. Je suis très content. Donc on a notre contrôleur manager, notre scheduler et nos membres etcd qui sont prêts. Donc super, on va pouvoir passer à la suite. On va juste encore faire une petite vérification, checker le proxy. Ok, on est en 200 sur le health check de l'API serveur. Très bien. Donc maintenant, on va mettre en place le RBAC, donc Role Based Access Control pour l'autorisation kubelet. En fait, pour autoriser l'API serveur Kubernetes à accéder à l'API kubelet sur chaque nœud worker. Donc pas sur les control planes, attention, sur les workers cette fois. Donc l'accès en fait à l'API kubelet est requis pour récupérer tout ce qui est metrics, log et exécuter en fait les commandes sur les pods. Donc cette fois, on a besoin d'exécuter les commandes suivantes uniquement sur un seul contrôleur. Donc on va prendre le contrôleur 0. Donc cela, je vais juste un peu les baisser. Voilà, on n'en a plus besoin. Donc on va créer notre fichier de config. Ok. Donc de type cluster role. Donc ça c'est pour avoir les accès aux ressources. Très bien. On crée notre fichier et on l'apply. Ok, super, c'est passé. Donc l'API serveur Kubernetes s'authentifie auprès du kubelet en tant qu'utilisateur Kubernetes. Maintenant on va bind en fait on va raccrocher le cluster role KubeAPI server to kubelet à l'utilisateur Kubernetes. Donc toujours sur le contrôleur 0. Donc on va appliquer un cluster role binding. Donc là on a le nom, namespace on s'en fout parce que c'est global. Ok, donc le sujet on voit bien, c'est l'utilisateur Kubernetes. Enfin le cluster role KubeAPI server to kubelet qui est mappé à l'utilisateur Kubernetes. C'est parti, ok, super. Maintenant on va attaquer la partie load balancing, donc front-end load balancer. Dans cette partie on va provisionner un load balancer externe pour le front des API serveurs de Kubernetes. Donc l'adresse IP publique qu'on a créée au tout début, donc je ne sais pas encore une fois si ça sera dans cette vidéo ou dans une autre vidéo, ça dépend si je split ce guide en plusieurs vidéos. Donc l'adresse IP publique qu'on avait créée au tout début et qui sera attachée en fait à ce load balancer. Donc les commandes qu'on va taper maintenant ne seront pas tapées depuis les contrôleurs ou les workers, donc on va retourner sur notre machine où on avait créé tous les certificats, etc., celle qui a Gcloud quoi. Et on va provisionner donc notre load balancer Google. Donc un load balancer externe, pas interne, attention. Donc l'adresse IP publique, je vous rappelle celle qu'on avait créée au préalable. On va créer un health checks,
créer les règles de firewall, créer les target pools, etc. Après, je m'y connais beaucoup moins en tout ce qui est infra GCP pur. En fait, tout ce qui est hors Kubernetes, etc., je m'y connais beaucoup moins. Donc, ça vous intéresse, je vous conseille quand même d'aller faire un tour et de vous créer un compte chez Google. Hein. Ils ont quand même des bons outils, même si, faut pas le dire à mes collègues, mais j'ai une préférence pour Amazon. Bon, après Amazon, c'est assez fouillis des fois, mais Google a vraiment des bons produits aussi, donc allez faire un tour. Ils font du très bon taf. Ok, et les forwarding rules, donc c'est parti, on applique. Pour la 1000e fois, merci Kelsey. Ok, donc c'est fait. Maintenant, on continue. On l'avait 7 avant, ça, je crois. Bon, c'est pas grave, au cas où. On va faire une requête HTTP pour avoir la version de Kubernetes. Ok, donc 1.15.3. Super. Donc le load balancer a été mis en place. Donc là, cette requête est spread en fait sur nos API serveurs et on voit donc que tout est en place, tout est prêt pour la suite où on va bootstrapper nos nœuds Kubernetes workers. Donc on arrive dans la partie suivante où on va bootstrapper les nœuds de travail, donc les workers Kubernetes. Sur chacun de ces nœuds, on va donc installer runc, les Container Network Plugins, donc les plugins de réseau, contenerd, kubelet et kubeproxy. Donc chaque commande de cette partie va être effectuée, va être à faire sur chaque worker. Donc va falloir se connecter aux 3 workers. Donc pour ça, on va créer 3 panneaux Tmux. On se connecte au premier worker, on se connecte au deuxième et au troisième. Donc je le rappelle, les instances qu'on avait créées avant, worker 0, worker 1, worker 2, on va mettre ça au propre, c'est nickel Joël. Donc on va juste installer des dépendances OS que Kelsey nous recommande, qui permettent en fait de faire du kubectl port forward. Donc on a socat, contract et IP7, hop. Nos paquets sont installés. Maintenant, il faut disable. Je sais même plus parler français. C'est un truc de fou. Il faut désactiver, voilà, pardon, le swap. Donc, on va checker si déjà il est activé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et non, c'est bon. Il faut savoir que par défaut, Kubelet ne va pas pouvoir démarrer si le swap est activé. C'est recommandé de le désactiver pour s'assurer en fait que Kubernetes puisse allouer toutes les ressources et la qualité de service qui lui est demandé. Donc si là les commandes sont avec un output vide, c'est bon. Sinon, faire du swap off. Je le fais pour vous montrer, voilà, comme ça vous êtes sûr. Pas oublier aussi de vérifier selon la distro Linux que vous utilisez que le swap est désactivé au démarrage, pas vous faire avoir. Maintenant, sur chacun des nœuds, on va installer les binaires. Donc, en binaire, il nous faut kubectl, kubeproxy et kubelet. Je vous rappelle aussi les plugins CNI, donc pour tout ce qui est réseau, contenerd, runc et chrisctl, pardon. Donc les conteneurs runtime interface, si je ne m'abuse. Hop, hop, hop. Voilà l'avantage de Tmux, tout en parallèle. Enfin, 3 consoles, ça marche aussi, vous me direz. Ensuite, on va créer les directories d'installation. Ça me saoule vraiment, je sais plus parler français, vous m'excuserez. Donc, ok, pour les CNI, pour kubelet, ok, on crée. Donc, je le rappelle, sur chacun des workers. Hein. Donc, si vous en avez 1000, il faut le faire 1000 fois. Mais heureusement, il existe des outils comme Terraform. Peut-être une fois, je ferai une vidéo, un outil que j'apprécie beaucoup. Bref, on installe les binaires, c'est parti, on lance tout ça, nickel, ça va vite. Maintenant, il va falloir configurer tout ce qui est networking avec le CNI. Donc, pour chaque instance, il faut récupérer le CIDR pour les pods. Donc là encore, on utilise les métadonnées de chez Google. Ok, bah là, je pense que ce sera 2, quoi. Ok, super. On va créer le réseau bridge, enfin la configuration du réseau bridge. Ok, ok. Pareil sur les autres workers. Voilà. Maintenant, on va créer la configuration réseau loopback. Donc, ok, tac, ok, super. On va créer le dossier pour contenerd, tac, tac, et la configuration. Ok, très bien. Et on va créer le service systemd. Comme d'hab, on lit un minimum, même si on comprend pas tout, c'est pas grave. Je suis pas un expert systemd en plus. J'ai des collègues qui sont bien meilleurs que moi, mais ça m'empêche pas de lire. Même si des fois je comprends pas tout, je trouve que c'est quand même intéressant. Et des fois il y a des trucs qui parlent d'eux-mêmes en fait, quand ils sont bien faits. Ok, nos 3 units systemd, enfin nos 3 services systemd sont prêts pour contenerd. On configure maintenant le kubelet, donc encore une fois sur les 3 workers. Donc on copie les clés, la config,
Le CA, ok, ok, ok. On crée sa config, kubelet, tac, tac. Là aussi, il faudra que je me mette à niveau un peu, peut-être lire toutes les options qui se proposent à nous, là, que je les connais pas toutes, hein, pas vous mentir. On fait ça sur les 3 workers, ok. Ok, donc apparemment, le resolve conf, là, c'est utilisé pour éviter les boucles quand on utilise Core DNS pour le service discovery sur les systèmes en fait, qui font tourner systemd resolved. Voilà, si jamais. Bon, ça de toute façon c'est marqué dans la doc, hein, je ne l'ai pas inventé, vous inquiétez pas. On va créer le service kubelet, donc ça sur les 3, puisque chaque worker a son kubelet, je le rappelle. Maintenant, on va configurer le proxy, donc le kube proxy. Tac, on bouge la configuration dans son dossier. On crée sa configuration. Ok. Voilà, ça c'est fait. Et on crée le service systemd pour le kube proxy. Après, en plus, je crois que systemd a pas mal d'options. C'est assez ouf. Moi, je l'avais utilisé rapidement quand je faisais du Core OS. C'était il y a longtemps. Et comme dit, je suis plus dans la pratique que dans la théorie, entre guillemets, attention. Je suis moins expert, en fait, que pas mal de mes collègues. Je suis plus dans l'application du truc. Mais après, c'est vrai que pour le debug et tout, des fois, j'ai quelques lacunes. Lacunes que je suis en train de régler, justement. Je suis en train de passer mon CKA et mon CKAD. Voilà, si jamais il y en a qui aiment bien Kubernetes, je conseille d'aller voir sur Udemy, il y a quelques courses quand il y a des promos qui sont vraiment sympas. Donc notamment une, je mettrai peut-être le lien dans la description si j'oublie pas, avec Mohamed, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, qui vous prépare en fait au CKA et au CKAD, vraiment très bien fait. Bref, ok, donc on reload, on enable le service, enfin les services, conteneur D, kubelet et kubeproxy, on les démarre, ok, tac, tac. Donc, n'oubliez pas de faire ces commandes hein, sur les 3 nœuds, évidemment. Pour vérifier, maintenant, on va retourner sur notre machine de travail. Donc, peut-être que vous, ça sera votre PC perso. Et on va faire un SSH, ok, pour avoir les nœuds. Allez, dis-moi que ça marche. Oh oui, magnifique. Eh, c'est pas beau, ça? Ah là, je vous assure, j'ai des petits frissons. Hein. C'est émouvant. Peut-être pas comme la naissance d'un bébé, mais on n'est pas loin. C'est un gros bébé en tout cas. Hein. Ok, super. Donc on arrive à voir nos nœuds Kubernetes. Donc on va pouvoir passer à la suite, qui sera de configurer kubectl pour le remote access. Donc nous voilà dans la partie où on va configurer kubectl pour l'accès à distance. Donc on va générer un fichier kubeconfig qui sera utilisé par notre kubectl en fait, en utilisant les credentials de l'utilisateur admin. Donc les commandes qui vont être exécutées ici sont à faire depuis le même directory. J'en perds encore mon français. Le même directory, je sais plus comment on dit en français. Bref, vous avez compris. Là où on a généré en fait les certificats clients pour l'admin. Donc moi c'est dans /root, hein, parce que j'ai tout mis dans /root sur mon VPS, parce que de toute façon après il part à la poubelle. Mais vous, je vous invite à organiser le truc parce que sinon c'est un bordel. Donc le fichier de configuration de l'admin Kubernetes. Donc chaque kubeconfig en fait requiert un API serveur à laquelle se connecter. Et donc pour faire de la haute disponibilité, on a assigné une IP publique en fait à un load balancer externe Google qui est en face en fait de ces 3 API serveurs. Puisque je vous rappelle, on a 3 control plane, pardon. Donc on a 3 serveurs API Kubernetes. On va générer donc le kubeconfig, tac. Alors, donc l'adresse publique, ok, on set le cluster avec notre certificat, notre autorité de certificat, on set les credentials donc avec le certificat client, la clé client et le contexte. Après, vous connaissez, je pense, ces commandes pour ceux qui ont déjà fait du Kubernetes. Ok, super. Alors là, j'ai envie de tester cache. Waouh, ça fonctionne, excellent. On peut tester les statuts des composants aussi. Ok, alors je sais pas pourquoi j'ai pas l'âge. Est-ce que c'est normal? Là, j'ai un petit peu peur maintenant. Bon, on verra. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Là, je sais pas, j'ai pas le même résultat que Kelsey. Normalement, en vrai, ça doit donner un truc comme ça. Je vous montre vite fait. Oh là, ouais, bon, bref. Faites jamais ça dans un terminal. Une grosse connerie. Donc, normalement, ça doit montrer ça. Moi, j'ai pas du tout ça. Ok. Bon, peut-être qu'il y a un wide. Non. Ok. Bon, c'est pas grave.
On va passer à la suite. Donc, partie suivante, ça sera provisionner les routes réseau des pods. Donc, c'est parti. Nous voilà à la partie suivante où on va provisionner les routes réseau des pods. Donc, les pods qui sont schedule sur un nœud reçoivent une IP, une adresse IP depuis le range CIDR du nœud. Mais à ce niveau, en fait, les pods ne peuvent pas communiquer avec les autres pods qui tournent sur d'autres nœuds du cluster. En fait, parce qu'il manque les routes réseau. Donc routes réseau que l'on va provisionner maintenant. Dans cette partie, on va créer des routes pour chaque worker, donc pour chaque nœud worker. Attention, pas control plane, worker. Donc worker 0, worker 1, worker 2. Donc les trois qu'on a créés au début de cette série ou de cette vidéo, si je ne l'ai pas splitté en plusieurs vidéos. Il y a bien évidemment d'autres possibilités pour implémenter le modèle réseau Kubernetes, mais là je continue à suivre le tuto Kubernetes The Hard Way de Kelsey Hightower. Donc pour chaque worker, on va récupérer les informations des VM. D'accord, donc les trois workers, c'est bon. On va créer les routes réseau pour chaque worker, donc pour 0, 1, 2, puisque je rappelle qu'on en a 3. Ok, on va créer les routes GCP, donc sur notre réseau interne. Première, deuxième. Alors là aussi, c'est vrai que je suis pas très doué en réseau, etc. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la doc Google, pour ceux qui sont un peu plus calés sur le réseau, etc. Ils ont aussi des trucs intéressants. On va lister donc les routes. Ok. Donc on a les trois qu'on vient de créer. Nickel, on peut passer à la suite. Donc nous voilà dans la partie suivante où on va déployer l'add-on DNS Cluster. Donc l'add-on DNS Cluster qui offre en fait le service Discovery grâce à CoreDNS. Donc pour les applications qui tournent à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc on va déployer l'add-on CoreDNS. Donc on fait juste un apply classique avec le kubectl. Kubectl qui, je vous rappelle, on l'a plugué dans les épisodes précédents sur notre cluster fraîchement déployé. Hop. Donc ça crée un service account, un cluster role, un role binding, config map, un déploiement et un service. Alors là je viens de faire un truc qu'il faut normalement jamais faire. C'est exécuter directement un YAML dans votre cluster Kubernetes. Bon là je le fais parce que je fais confiance à Kelsey, je fais confiance au tuto que je suis en train de suivre et c'est un cluster que je vais jeter après. Mais bien évidemment, faites attention, lisez un minimum ce qu'il y a dans les YAML que vous appliquez. Donc tout ça est créé, on va pouvoir voir si les pods sont dans notre kubesystem, dans notre namespace kubesystem. Super, on a les deux pods CoreDNS, très bien, qui semblent tourner, excellent. Donc maintenant on va faire une vérification, pour ça on va créer un déploiement avec une image BusyBox. Ah oui, c'est vrai que le flag générateur est bientôt déprécié. On récupère le nom du pod BusyBox pour faire le kubexec. Voilà, on est dans notre pod, c'est super. Ok, magnifique, tout semble fonctionner. Donc on peut maintenant passer à la partie suivante, qui est le smoke test. Donc on arrive dans une des dernières parties de ce guide où on va effectuer un smoke test en fait qui permet de voir, enfin d'effectuer une série de tâches qui permet de s'assurer que notre cluster Kubernetes fonctionne correctement selon nos attentes. Donc on va d'abord vérifier tout ce qui est chiffrement des données. Donc on va créer un secret générique. Ok, Maki égale myData. On crée le secret. Ok, il est là. On va maintenant afficher un xdump de ce secret qui était stocké dans etcd. Donc pour ça, on va se connecter au contrôleur 0 et on va effectuer une commande via SSH, donc un xdump, un etcdl control get avec un pipe sur xdump. Ok, on a notre dump. Et donc la clé etcd doit être préfixée avec K8s, enc, AES-CBC, V1 Key1 selon Kelsey. Et donc effectivement on a K8s, NC, ok, Key1. Ok, donc le provider AES-CBC a bien été utilisé pour chiffrer notre donnée. Donc avec la clé de chiffrement Key1. Donc c'est bon. Dans la prochaine partie, on va tester les déploiements. Donc dans cette partie, on va tester les déploiements. Donc la possibilité de créer et de manager des déploiements Kubernetes. On va tester en créant un déploiement Nginx, tout simple. Ok, alors pas que je me fasse savoir, parce que moi j'ai un alias. On a un pod qui est popé, on a notre déploiement qui est là, c'est magnifique. On va maintenant pouvoir tester le port forwarding. Donc on récupère le nom du pod qu'on vient juste de créer avec notre déploiement Nginx. On va faire un forward, donc sur le port 80 et sur le 8080 chez nous. Ok, j'ouvre une deuxième console, un deuxième panneau Tmux, à partir duquel on va faire un curl et c'est magique, ça fonctionne. Donc le port forward fonctionne très bien. On peut le voir ici, hein. Forwarding, tac tac, et on a la réponse. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va vérifier les logs.
Donc kubectl logs, le nom du pod, très bien, on a les logs, donc avec la requête qu'on a faite juste avant. On va maintenant tester un exec, donc pour voir si on peut exécuter la commande exec sur notre pod nginx, donc en faisant un nginx-v pour voir la version. Ok, ça fonctionne également. Partie suivante, on va tester les services Kubernetes. Donc maintenant, on va tester les services en exposant le déploiement nginx. Donc on expose le déploiement nginx, port 80 en type node port. C'est parti. Ok, donc on devrait avoir un service. Effectivement, on a un service, pardon, ici. Donc sur le port 30147 du nœud sur lequel il est. Donc on va juste le récupérer. On va créer il ne faut pas oublier, on va créer une firewall rule pour autoriser l'accès à ce port. Donc le node port, ce sera le 30147. Voilà, donc on va juste créer une firewall rule au niveau de Google. On récupère l'IP externe et on va faire tout simplement un curl et nickel, on accède bien donc à notre nginx qui est dans notre pod depuis l'extérieur. Donc on a terminé notre smoke test. Pour récapituler, on a un cluster fraîchement installé, utilisable dès maintenant, on l'a testé, etc. Donc on a installé tout ce qu'il fallait pour bootstrapper nos control planes, nos API serveurs, tout ce qui est worker, les certificats, etc. En soi, ça n'a pas pris trop de temps. J'avais un petit peu peur au début. Je me suis dit, ça va être un peu la galère, vu que en théorie Kubernetes, je connais moins. Je connais beaucoup plus par la pratique, déployer des choses, etc. Mais c'est vrai qu'en background, j'ai encore quelques lacunes sur le fonctionnement interne de Kubernetes. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait super plaisir. J'ai enfin pu le faire, ce guide. Je vous mettrai le lien du guide, évidemment, dans la description. Je vous invite, si vous kiffez Kubernetes, à aller faire un tour, au moins de lire, pas forcément de faire l'essai. Et n'hésitez pas à vous créer un compte chez Google. Ils ont quand même des bons outils qui valent le détour. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à la partager, un petit commentaire, pourquoi pas. Je réponds toujours avec plaisir. Merci à vous, bonne fin de week-end et à la prochaine. Ciao!